Bonjour à tous. Prochain départ de François Bayrou oblige. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les grandes orientations économiques proposées par les principaux partis politiques, à l'exception de Renaissance, bien entendu, qui va probablement perdre le pouvoir. Et nous allons voir tout cela avec Arthur Tos, qui est un investisseur reconnu en France. Donc Arthur, formé à Epitech, t'investis en bourse depuis l'âge de 15 ans et après des expériences chez Orange et SoftBank, actuellement, tu te consacres à la gestion de ton fonds via Calmia Capital et à l'accompagnement de startups innovantes dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, nouvelles technologies de manière générale et également les cryptos. Et tu es aussi analyste pour les publications Agora. Donc Arthur, François Bayrou va quitter le pouvoir. Un petit commentaire sur nos politiques actuelles et sur la gestion du pays depuis 2024. Sur les politiques, c'est la déception. Voilà. Les politiques français comme ceux du reste, mais on va parler surtout des politiques français. Voilà, c'est la déception. Il n'y a pas de vision. Voilà. Je pense que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de vision à la tête de l'État. Même si l'État n'est pas une entreprise, il y a quand même des choses qui y ressemblent. C'est-à-dire qu'une entreprise, il faut tracer, voilà, qu'est-ce que va être le monde de demain, dans comment vous allez évoluer, quels vont être vos concurrents, etc. Tout ça existe aussi pour les États, hein. Alors, c'est la concurrence est différente. La concurrence, c'est la concurrence des autres États. Donc, comment va évoluer la fiscalité des autres États, comment va évoluer les choses géopolitiquement, etc. Enfin bon, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a été les plus grands génies. On a sous-investi dans le militaire pendant des années, et puis maintenant on veut surinvestir. Donc on fait des phénomènes de rattrapage. Donc forcément, quand vous faites des phénomènes de rattrapage, ben, vous êtes obligé de surinvestir. C'est jamais généralement une bonne chose. Il vaut mieux investir de manière proportionnée dans le temps et continuer. Le nucléaire, on a arrêté plein de choses, Super Phoenix, on a arrêté énormément de choses pour maintenant nous dire qu'on va revenir dessus. Voilà. Il y en a qui voudraient qu'on arrête totalement les énergies renouvelables. Bon, je pense que c'est tout aussi con que d'arrêter totalement le nucléaire. Ça ne veut pas dire que tout doit être énergie renouvelable, mais voilà, il n'y a pas de vision et il manque de colonne vertébrale de ce que va être l'avenir et de l'avenir qu'on veut bâtir aussi avec les Français. Parce que je ne dis pas que ma vision de l'avenir est la bonne. On est un peuple. Ma vision, c'est la mienne. Je fais partie d'un groupe. C'est au groupe de décider un peu aussi dans son ensemble jusqu'où il veut aller. Alors bien sûr, dans la limite de ce qui est possible, parce que si on rêve tous d'être milliardaires et de quasiment pas travailler, etc. Mais après, il y a ce qui est possible et ce qui est impossible, et c'est aux politiques d'aller expliquer ce qui est possible et ce qui est impossible. Et je pense que malheureusement, les politiques occidentaux actuellement sont incapables d'exposer ce qui est possible et ce qui est impossible. Mais on va le voir quand on regardera les différents Ouais. programmes économiques. Alors Malheureusement, dans quasiment tous les programmes économiques, il y a plein de choses qui sont totalement farfelues. ouais, alors on va les parcourir en surface, hein, pas dans le détail. C'est vrai que c'est un exercice original puisque toi, ton job, c'est analyser les fondamentaux des sociétés, leur gouvernance. Donc là, effectivement, moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur les différentes grandes mesures des partis politiques qui pourraient influer sur les décisions à venir du pays au niveau législatif. Donc, alors, je vais partager mon écran et on va aller sur les sites internet des différents partis. OK, 13,5 milliards d'économies en supprimant, si je ne me trompe, des agences d'État. Tu penses que les Républicains sont capables de le faire, sachant qu'ils étaient aux affaires enfin, sous Sarkozy, hein? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est facile quand vous êtes éloigné des affaires et c'est très difficile quand vous êtes dans les affaires de le faire parce que va toujours y avoir des gens que ça va déranger, des choses comme ça, etc. Il y a une superbe interview de Carlos Ghosn à écouter la dernière fois dans le podcast de La Martingale où il Ouais, explique un peu comment il a fait le retournement de Nissan et il explique que Nissan faisait des économies sur le nombre de photocopies, les stylos, etc. Mais que sur les achats du groupe, il n'y avait pas de stratégie d'économie pour acheter des pièces en gros, pour machiner, etc. Et donc, ils avaient mal alloué la manière de faire. Je pense que les agences de l'État, il y a énormément à économiser. Il y a à économiser partout, d'accord? Je pense que le premier poste d'économie de l'État, c'est pas les agences, voilà. Le premier poste, c'est les achats.
la méthode d'achat de l'État français est défaillante. Voilà. Les appels d'offres, n'importe qui nous regarde et qui a un jour fait un appel d'offres public, sait que c'est un bordel, excusez-moi du terme, sans nom. Moi, j'en remplis et j'en fais à travers des boîtes que j'ai. Euh, Ça prend un temps fou, c'est non optimal. Alors, on nous explique que c'est parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de préférence, qu'il n'y ait pas de fraude, etc. Enfin, je pense que euh, le monde de maintenant est tellement informatisé, il y a tellement de choses possibles qu'on pourrait faire en sorte de vérifier qu'il n'y ait pas de fraude, de vérifier qu'il n'y ait pas de connivence, etc., sans avoir à faire des papiers avec des DSE, des machins dans tous les sens, qui font qu'à chaque fois que vous voulez répondre à un appel d'offres, il y en a pour 5 heures. Et encore, c'est un petit appel d'offres. Quand c'est des gros appels d'offres, ça peut prendre des semaines, voire même des mois. Ce qui a un coût, hein. C'est-à-dire que l'entreprise qui répond à un appel d'offres, imaginons, elle sait qu'elle va en perdre 9 sur 10, bah, le coût de remplissage des 9 premiers qu'elle a perdus va se retrouver dans l'offre qu'elle va faire dans le dixième, hein. Donc, collectivement, on paye. Et en plus de ça, on a créé des tas de normes dans les parcours d'achat qui finissent par renchérir le coût, hein. Donc, voilà, hein, ça, tout le monde le connaît. Il suffit d'aller à l'éducation nationale. Vous avez des catalogues pour acheter des stylos, des machins, etc. Ils payent plus cher que si on allait au Leclerc du coin. Voilà. Je Ça suis fait que pas ça, sûr que si demain n'importe quel chef d'établissement allait avec des chèques faits par le gouvernement français, bien tracés, etc., acheter des stylos Bic chez Leclerc ou chez Casino, il y aurait un détournement de fonds majeur et une inefficience. On les paierait au prix que paye la personne lambda. Voilà. Donc, franchement, je pense qu'on manque énormément déjà sur le parcours d'achat. Et ça se chiffre en centaines de milliards, les achats français par an, hein. C'est considérable. donc ça veut dire qu'en gros, on n'a pas de centrale d'achat par rapport au volume qu'on commande. Enfin, je Ah non? m'explique. Par exemple, une ville a besoin de renouveler sa flotte de voitures. Elle va les acheter en direct et pas forcément passer par une centrale d'achat que pourrait créer le gouvernement. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que Alors que n'importe quelle grosse société le fait. ah Il y bah, a un effet volume. une société qui est intelligemment créée, d'accord? Mettons, par exemple, on prend le cas d'Orange, d'accord? Si Orange est intelligente dans sa gestion financière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je vais avoir besoin de camions pour les gens qui vont créer la fibre, etc. Alors même si maintenant les gens sont plus forcément chez Orange, mais voilà. Je vais avoir besoin de voitures pour mes dirigeants, pour mes trucs, de voitures pour mes commerciaux itinérants, etc. Et donc elle va faire un packaging et elle va essayer de jouer sur le volume total pour essayer d'avoir une offre qui a les trois vecteurs le plus possible. Bah, l'État pourrait faire exactement la même chose. Si demain l'État français disait notre partenaire pour acheter des véhicules, que ça soit dans les collectivités ou ailleurs, c'est le groupe Renault, et on a négocié un tarif, et donc chaque année on sait que en moyenne collectivité territoriale plus différentes administrations, etc., on va commander, je sais pas, 500 000 véhicules, et ben à ce moment-là, on garantit à Renault un volume, on garantit, ou à Peugeot, ou ce que vous voulez, on s'en fout, hein, Hmm. ça peut même être un Chinois, hein, enfin, c'est mieux si c'est un Français, mais bon, voilà. Et on peut faire baisser le coût. Donc c'est pour ça. Et les achats, c'est indolore. La seule douleur qu'il y aura, c'est les entreprises françaises et étrangères, et il y en a beaucoup qui sont étrangères, qui survendent à l'État français. Mais ça, survendre à l'État français, c'est une aberration capitalistique. C'est-à-dire que si votre boîte, elle est spécialisée dans la vente de stylos à l'État français et qu'elle les vend 40 fois plus cher que Leclerc dans ses rayons, juste parce que vous êtes spécialiste des appels d'offres, Hmm. l'intérêt économique, il est nul. C'est-à-dire, les gens que vous avez chez vous, qu'est-ce qu'ils créent en recherche, en innovation pour la société? Rien. Le coût que vous faites peser à l'État, c'est que de la prédation. Oui, Donc, oui, et on pourrait le faire aussi, par exemple, pour le matériel informatique ou autre. Et de ah toute oui, on manière, peut bah, faire si pour tu tout. prends les agences de location type Sixt, eux négocient directement avec les constructeurs par rapport au volume qu'ils achètent, qui est Oui, c'est considérable. ça. Ah ouais. C'est ça. Donc, Et t'as personne qui consomme plus qu'un État. Sauf hmm. que la plupart des États ont des processus d'achat qui ne sont quasiment jamais centralisés. Parce que il est vrai que les processus d'achat centralisés sur des États
au 18e, au 19e ou même au début du 20e siècle, c'était quasiment impossible. Sauf que maintenant, le processus d'achat centralisé à travers des outils informatiques bien ciblés qui permettent de remonter la demande du terrain, qui a besoin de voiture, est-ce qu'on l'autorise? Oui, non, est-ce qu'on est prêt à faire l'achat? C'est pas complètement dingue. C'est-à-dire que si chaque année, on se disait, l'État va demander, sans aller sur les collectivités territoriales, va demander à toutes ces agences et à tout ce qui ressort de l'État, quelles sont les entités qui ont besoin de voitures, de quel genre de voitures elles ont besoin, etc. Et qu'après l'État passait un appel d'offres global pour la fourniture de tout ce matériel, bah, il pourrait avoir des prix qui seraient beaucoup plus intéressants. Alors, il peut y avoir certaines entités de l'État qui peuvent avoir des besoins très spécifiques. Typiquement, par exemple, l'armée peut avoir des besoins de voitures avec des adaptations et on peut juger que peut-être que le contrat doit pouvoir être Ok, mis à côté en parallèle. Mais voilà. Mais le cœur du sujet, c'est les achats et quasiment aucun parti politique ne vous parle des achats. d'accord. Donc là, effectivement, il parle des agences, mais tout le monde parle des agences, c'est parce que ça fait l'actu. Voilà, c'est bien d'en parler, mais ils ne savent pas comment ils vont procéder. Oui, Euh, les agences, c'est un bout. Mais le cœur du sujet, c'est les achats. Parce que dans les agences, il faut bien vous dire une chose, c'est que vous avez des agences qui ont totalement du sens. C'est-à-dire, ceux qui s'imaginent qu'on a créé 1500 agences et qu'on a créé à chaque fois des agences qui servaient à rien pour mettre le copain, etc., il y a des agences qui servent. hmm, Voilà. Alors après, elles peuvent ne pas être efficientes. Et ça, on repasse sur le fait que le politique a créé un millefeuille administratif entre agences, choses qui sont gérées directement par l'État, agences qui dépendent de l'État mais qui sont plus ou moins indépendantes pour des raisons plus ou moins, euh, enfin, ok, plus ou moins bonnes, bon, on va. etc. Mais voilà. Ok, bon, passons à la suite. Préserver la solidarité, mais arrêter l'assistanat. Bon, bah, effectivement, tout le monde en parle, les profiteurs, Oui, mais etc. du système. Bon, bah, encore une ouais. fois, c'est passé à côté du problème. Hmm. Voilà. Et ça montre que le problème, il n'est pas compris correctement. Et il y a bien une chose, je suis très critique du patronat français, en disant que pendant longtemps, ils ont dit que le problème de la France, c'était les 45 heures, etc. Et tout. Là, le patronat français, quand même, et le MEDEF a eu un éclair de génie de dire que les 2 jours de fériés qu'on allait enlever, si on les payait pas, etc., ça allait mettre le bordel dans les entreprises et que c'était sûrement pas à faire. Si on travaille plus, on gagne plus. Ce qui me paraît quand même être quelque chose de normal. En France, le problème, il y a un problème d'assistanat et il y a surtout un problème de fraude aux prestations sociales parce qu'on a créé un système qui est très compliqué, qui n'est pas contrôlé, donc il y a des gens qui fraudent. Mais le gros du problème, c'est que les Français ne travaillent pas assez. Mais ce n'est pas les Français eux-mêmes qui ne travaillent pas assez. Quand on prend les Français, le nombre d'heures travaillées par le nombre de Français, divisé par le nombre de Français, on est le moins élevé des pays développés. Pourquoi? Parce que les jeunes ne travaillent pas assez, parce que dans l'éducation supérieure, on a fait un système d'éducation sans alternance qui font que les jeunes ne sont pas dans une activité productive, mais sont que dans une activité éducative, ce qui, à mon avis, est un non-sens, sauf peut-être pour quelques cas très atypiques. D'accord? Et encore, on voit bien que des études de médecine, par exemple, on les met le plus vite possible à l'hôpital, proche des patients, etc. Et pourtant, c'est des études compliquées et très scientifiques. Ouais, il y a peut-être aussi un problème au niveau de l'orientation. Moi, je me souviens que quand, à la sortie en fin de troisième au collège, tous les métiers manuels étaient dénigrés. Donc, Bien sûr. quand tu avais une Non, mais bonne moyenne, on essayait de te dissuader d'aller vers des métiers manuels ou dans l'alternance, parce qu'on me disait qu'en gros, c'était du gâchis. La voie royale, c'était lycée général, puis bac S. oui, mais au-delà de ça, qui est vrai, hein, tout devrait être fait par alternance. Même les diplômes d'ingénieur, même les diplômes extrêmement scientifiques, il devrait y avoir de l'alternance, ce qui ferait que la couche la plus jeune des Français travaillerait. Donc du coup, il y aurait moins d'aide sociale, etc. Ça permettrait aussi aux jeunes de se créer un pécule pour pouvoir, s'ils vivent encore chez papa-maman, etc., ou de ne pas avoir de dette ou de moins prendre de dette quand ils commencent leurs études et donc d'avoir de quoi investir après pour après leur premier achat immobilier, etc. Et l'autre partie de la courbe, qui travaille trop peu, c'est les personnes d'un certain âge. C'est au-delà de 55 ans, on travaille trop peu. Et là, c'est le même problème. Pourquoi est-ce qu'on travaille trop peu? Moi, j'ai la chance d'aller dans beaucoup de pays. Il y a 2 facteurs clés sur le fait que les Français travaillent trop peu. Déjà, on est dans un phénomène où, dans les entreprises en France, quand on vieillit, on est vu comme improductif
Et au lieu d'essayer d'être dans une fonction de transmission du savoir vers des jeunes qui vont avoir l'énergie mais pas forcément le savoir, ben, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui n'a plus vraiment d'énergie, puis son savoir, on s'en fiche un peu, et du coup, on perd tout ce talent. D'accord? Et on a aussi autre chose, c'est qu'on est tout le temps dans un phénomène où on veut que les gens travaillent plus, etc., sans moduler le travail. Il est clair que quand on a 40 ans, on peut plus travailler que quand on en a 65. Donc il Hmm. faut réussir à refaire complètement tout le travail. C'est ce qu'ont fait des pays comme Singapour, où maintenant vous avez la formation continue à Singapour. Vous commencez à avoir des pays, et c'est encore le cas de Singapour, mais il y a aussi d'autres pays qui commencent à y venir, qui réfléchissent à faire de ce qu'on appelle de la modulation de temps de travail. C'est-à-dire de dire, quand vous avez 30 ans, vous faites 40 heures, puis après, vous allez redescendre, puis vous allez remonter, et puis ça va dépendre des moments de la vie dans lesquels vous êtes, par rapport à l'âge moyen des enfants aussi, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Et ça permet de driver de la politique, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et encore une fois, c'est pas réfléchi. La seule chose qui est réfléchie, c'est de dire, les Français travaillent pas assez, donc au lieu de faire la retraite à 65, on va la faire à 67, puis à 70, puis tout ce qu'on veut. Mais si les entreprises, elles recrutent pas les gens et qu'elles leur font rien faire après, qu'est-ce qu'on va faire? Ou si les entreprises qui gardent les gens qui ont 70 ans ou 65 ans, c'est juste pour les mettre dans un placard avec rien à faire, juste à agrafer des trucs, la productivité économique, elle est zéro. Ce qu'on veut en France, c'est plus de temps de travail par habitant et plus de marge par heure travaillée par habitant. C'est les deux D'accord. choses qu'on veut. Une fois qu'on a réduit ce problème-là, si on arrive à réduire ces deux problèmes-là, on n'a plus de problème de dette. Ok. Alors, bon, on va passer à la suite. Mieux contrôler l'immigration. Bon, passons. Enfin, bon, ça. Bah, ça, c'est pareil. C'est une arlésienne. Le problème n'est pas vraiment de mieux contrôler l'immigration, etc. C'est de faire une immigration qui est choisie. Et après, c'est plutôt l'école. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des statistiques, hein. Il est vrai que quand vous avez une immigration qui est trop importante, bah, la qualité de l'école diminue parce que les gens qui vont émigrer la plupart du temps, surtout en France, où on a une immigration qui est pas une immigration de supérieur, mais d'inférieur, parce que les Français veulent plus prendre certains types de jobs, et donc on est bien obligé d'aller chercher des gens qui sont prêts à prendre ces jobs-là, travailler comme Hmm. éboueur, travailler comme plongeur, etc. Et ben, ils vont venir avec leur famille, ce qui est normal quand même, d'accord? Mais par contre, ils ont un niveau éducatif qui est inférieur au niveau français. Et donc, du coup, eux et leurs familles, et du coup leurs enfants, il faut les remettre au niveau éducatif français moyen. Vous les avez très bien dans les études PISA. Vous voyez que le niveau moyen des Français de X génération est supérieur au niveau des immigrés, et ça va dépendre de où vous avez immigré, de quelle génération d'immigrés vous êtes, etc. Les études PISA sont très détaillées là-dessus. On fait assez peu en France de statistiques entre guillemets ethniques, parce qu'on voit toujours ça du mauvais côté. C'est on va discriminer les gens. Mais enfin, si vous ne faites pas des statistiques pour savoir ce qu'il devient des immigrés de troisième génération, etc., vous allez faire que des supputations et ça ne va pas marcher. Ça encore, c'est un problème du politique de maintenant. Il faut accepter d'essayer d'avoir de la data, d'essayer de comprendre la data et d'ajuster. Voilà. Mais je ne suis pas pour ou contre l'immigration. C'est pas une question de si demain on ferme tout, on va faire des économies, etc. C'est comment on les intègre et comment on fait en sorte qu'ils montent dans la productivité du pays avec les autres et qu'ils ben, progressent. Parce que si ces gens-là, ils ne progressent pas, bah, de toute façon, à terme, ils vont juste aller dans la violence, dans ce genre de choses, et ça ne va rien changer. Ouais. Et si on Alors, ferme tout, il n'y a plus personne pour être dans les restaurants, dans les machins, etc. Et je suis pas sûr que si demain, les bistrots parisiens augmentent de 40% leur prix parce qu'il faut payer les plongeurs 3 000 € par mois, ça plaise aux Français. on va avancer. Pacte législatif. Alors, il propose, alors effectivement, toujours faciliter les donations parents-enfants. Qu'est-ce que tu en penses de ça au niveau de la transmission? Alors, je pense que transmettre le capital est une très bonne chose. Après, moi, je vais être honnête, contrairement à la plupart des Français, je pense que l'héritage devrait être beaucoup plus taxé que ce qu'il est taxé actuellement. Mais je pense que la taxation de l'héritage est mal faite. C'est-à-dire que la taxation de l'héritage en France, c'est une taxation euh, d'instantanéité. C'est-à-dire, vous héritez de 500 000, vous devez payer tout de suite à l'État. Je pense que l'État devrait mettre une nouvelle méthode en place, c'est-à-dire taxer beaucoup plus que ce qu'il fait maintenant, mais par contre étaler la taxation dans le temps. C'est-à-dire que les gens auraient la disposition du capital pour l'investir, pour essayer de créer des choses, pour acheter par exemple un logement,
Mais ils auraient du coup une majoration d'impôt sur les 15-20 ans qui viennent, et donc on étalerait le paiement de la taxation. Et ça permet aux gens de profiter du rendement du capital, ça permet à l'État d'étaler ses revenus, ses recettes, et ça évite un peu des phénomènes de gains un peu folkloriques, où parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont mortes telle année, on a des gros Mm. revenus de taxation, parce que ceci, etc. Ça se voit par exemple, si vous regardez les statistiques, quand il y a eu le Covid, il y a eu un pic de mortalité chez les personnes âgées, il y a eu un pic de revenus sur les héritages. Bon, je ne suis pas convaincu que les revenus sur les héritages, parce que ça soit des revenus long terme de l'État français. Donc ça permettrait à l'État français d'aplatir ses revenus sur le temps long. Ça permettrait aux gens de payer plus de taxes sur l'héritage, mais ils les paieraient sur le temps long. Alors ceux qui héritent de 500 000 et qui vont jouer au casino et qui perdent tout, ils seraient perdants. Mais ceux qui héritent de 500 000, qui s'achètent un appart et puis qui placent à côté, qui font des investissements productifs en France, ben, ils créeraient de la valeur pour eux. Et avec cette valeur-là, ils rembourseraient une partie à l'État, enfin, ils paieraient leurs taxes dans le temps. Voilà. Moi, Ok. c'est ma vision. On va accélérer, hein, surtout que les Républicains, ils pèsent pas lourd au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, bah, bien sûr, voilà, réformer l'assurance chômage pour éviter les abus, etc. On va débusquer les voleurs, les tricheurs. Je pense que ce sera beaucoup plus restrictif, hein, au niveau des droits. Réduire, voilà, compétitivité et renaissance industrielle. Réduire les impôts de production. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un non-sens économique, les impôts de production. Ça ne devrait pas exister. Voilà. Les impôts de production, c'est le non-sens économique ultime. C'est-à-dire, avant même que vous ayez créé de la marge, que vous ayez créé quoi que ce soit, on vous dit on va vous taxer. C'est une débilité sans nom. Ça ne de- Si j'étais au pouvoir, c'est une des premières choses qui sauteraient. Les impôts de production. Les impôts, ils doivent avoir lieu quand il y a un bénéfice, quand l'entreprise, elle crée de la valeur ajoutée. Pas avant même que l'entreprise ne crée de la valeur ajoutée. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ok. Donc, faciliter les transmissions de TI et PME, bon, bah, fondamentalement, hein, on est pour les entreprises familiales. Effectivement, quand on hérite d'une entreprise familiale qui vaut 50 millions d'euros, le fait de devoir la vendre ou s'arranger avec son banquier pour pouvoir éviter de payer les frais de succession, effectivement, c'est dommage. Donc, ce que tu disais, étaler les frais de succession dans le temps, ça peut Bien être sûr. une solution. Bon, sécurité et justice, passons. Nous, on est surtout focus sur l'économie, lutte contre le trafic de drogue, bon, immigration, accès à la santé, éducation, accès au logement, non, passons. Euh, hmm. Agriculture et souveraineté alimentaire. Hmm. Alors, il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. C'est vrai qu'on dépend beaucoup de directives européennes, hein. Hum. Ce sont des lois qui sont supranationales. Est-ce que vraiment nos politiques ont la main sur la politique agricole française? Moi, je pense pas. Non, mais il y a plein de choses sur lesquelles les politiques français n'ont pas la main et qui sont au niveau de l'Europe. Et il y a des bienfaits de l'Europe et il y a des méfaits de l'Europe. C'est comme je dis souvent à mes clients, je leur dis c'est jamais ni blanc ni noir, c'est souvent gris. Mais par contre, une chose où on est responsable, c'est que les politiques français mettent en avant l'agriculture du 19e siècle. C'est-à-dire, ce qui fait rêver, c'est un champ, un tracteur, un agriculteur, etc. Je pense que le gros problème, ce n'est pas le fait d'avoir moins d'agriculteurs. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait des agriculteurs qui produisent de la matière organique, de la matière première, des végétaux, des pommes, enfin ce Mm. qu'on veut, des fruits, des légumes, même des protéines animales, hein, de la viande, etc., de la qualité la meilleure possible, au coût le plus attractif possible. Le gros problème d'un pays comme la France, c'est que on bride complètement l'innovation dans le domaine de l'agriculture. Donc, par exemple, moi, je pense que tout ce qui va être la culture verticale, donc la culture en usine, c'est un secteur extraordinaire parce que vous pouvez prendre de la terre, l'empiler et vous pouvez faire beaucoup plus efficace, etc. Alors, il faut essayer de le faire de manière à pas mettre trop d'engrais, à pas mettre trop de pesticides, à travailler, etc. Mais il y a des énormes choses à faire.
pareil sur l'agriculture, enfin pour élever des vaches, etc. Vous avez des choses à faire en mettant des prés. Tiens, enfin, moi, je vais au Japon, moi, d'accord? Alors, quand je parle toujours des, comment ça s'appelle, des parkings avec des vaches, on voit souvent les trucs à l'américaine et à la chinoise où les vaches ont à peine le moyen de monter et de descendre et où elles ont 5 centimètres carrés. Enfin, il y a les mêmes parkings au Japon, d'accord? Et les vaches, elles peuvent monter et descendre. Ils ont mis de la prairie sur tout le parking et c'est juste qu'en fait, bah, l'espace que vous donnez à la vache, Hmm. il a été démultiplié. Parce qu'en fait, vous avez le pré, puis après, vous avez le bâtiment sur lequel vous avez construit des strates et dans lesquelles vous avez mis des choses. Et les vaches, Ok. elles montent, elles descendent, elles broutent, elles font trop de trucs. Donc, il y a des moyens très intelligents de créer de la valeur, mais je pense que malheureusement, les politiques actuelles ne donnent pas les armes aux agriculteurs et ne pensent pas surtout le financement de l'agriculture efficacement pour ça, parce qu'il faut, c'est beaucoup d'investissement. Et ça, par contre, c'est vrai que les agriculteurs, comme ils gagnent assez peu d'argent, ils ont des capacités d'investissement qui sont assez faibles, et il faudrait créer un grand fonds d'investissement dans l'agriculture pour moderniser massivement l'agriculture, pousser vers une productivité beaucoup plus importante de l'agriculture française, en gardant notre niveau de standard de qualité actuel. Le but n'est pas de devenir sur une Alors, agriculture productiviste à l'américaine. Alors, on va passer à la suite. Juste, j'ai vu aussi, il propose de défiscaliser les heures supplémentaires. Enfin, tu vois, c'est encore la vieille mesure de Nicolas Sarkozy. Donc là, visiblement, on n'est pas rentré dans le détail, mais visiblement, on a fait le tour des grandes idées des Républicains pour le volet économique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Une note sur 20, franchement, vu les enjeux. Bah, 4 ou 5. Sur 20? Ouais. Non, Allez. mais Moi- enfin, encore une fois, je suis Non, désolé, non, mais mais je suis d'accord avec toi. Non, mais ne pas enfin. parler des coûts et des achats alors que c'est vraiment le truc le plus simple. On n'a pas à virer de fonctionnaire, on n'a rien à faire. Hmm. Alors, passons au Parti socialiste. Donc, le Parti socialiste, alors, le Parti socialiste, voilà, voilà. Passons au Parti socialiste. Donc, je suis sur leur site internet. On va regarder dans le projet. Eh bien, figure-toi que je ne trouve pas les idées du Parti socialiste sur leur site internet. Alors, on va aller vers le nouveau Front populaire, qui regroupe donc tous les mouvements de la gauche. Et là, nous devrions, voilà, Télécharger le on programme. tombe, on tombe sur un programme. Je partage le programme. Tu vois le PDF? Oh oui, je vois le PDF, c'est bon. Parfait. Alors, déjà, ça, déjà, ça commence par la première mesure, Non, mais bon, décréter. voilà, mais ça, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que on a essayé dans beaucoup de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Même dans les dictatures, ça ne marche pas. Donc, si vous décidez de bloquer le prix des carottes, bah, soit il y aura plus de carottes, soit il y aura un marché noir de la carotte. Voilà. Et je ne souhaite ni qu'on n'ait plus de carottes ni qu'on ait un marché noir de la carotte. Donc, bah non. Voilà. Si on Alors, veut faire voilà. baisser les prix, la seule chose qu'on peut faire, c'est investir massivement pour produire plus à un coût de production qui est le plus faible possible. Et je pense qu'on peut faire ça de manière plutôt écologique. Pas, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, hein, loin de là, mais je pense que sur beaucoup de choses, on peut faire des choix qui nous permettent de produire plus de façon assez écologique et de tendanciellement s'améliorer. Voilà.
Abolir les privilèges des milliardaires. Ça, économiquement, franchement, voilà, là, on est sur la même chose. C'est-à-dire que c'est très bien, vous allez dire, vous allez taxer les milliardaires. Bon, ok. Sauf que le problème, c'est que les milliards sont créés un peu partout. Donc, s'ils ne reviennent pas en France, comment vous allez faire? Enfin, si moi, demain, on me taxe beaucoup trop, je vais m'en aller, je sais pas, à Singapour, etc. Et puis, ce que je payais en taxes, il aura disparu en grande partie. Et ça sera de la pure perte pour l'État français. Donc, c'est pas la bonne chose à faire. Par contre, il est vrai que ce qui est réel, c'est qu'il y a trop d'optimisation fiscale et Ouais, pour les riches et pour les entreprises. Mais là, encore une fois, le problème, c'est que ceux qui s'imaginent que la France est le centre du monde et qu'on peut décider que toutes les boîtes vont payer 30% d'IS et qu'il n'y aura pas d'optimisation fiscale, etc., ça n'existe pas. Le seul moyen de trouver une solution à ces optimisations agressives, c'est de penser une fiscalité qui, dans une certaine mesure, serait une fiscalité mondialisée. Pour ça, ça demande à se mettre d'accord avec les Américains, hmm. avec le reste de l'Europe, etc. Je pense déjà qu'en Europe, on devrait avoir des politiques qui rentrent les pieds dans le plat en disant l'Irlande, le Luxembourg Ouais, ça sont dans c'est. l'Europe, il y a un abus complet, il faut qu'on traite. Je ne dis pas qu'il faut que tous les pays s'alignent sur le taux d'IS et sur les taux d'impôt français, mais il faudrait que l'Europe définisse des seuils, un seuil minimal, surtout, peut-être pas de seuil maximal. S'il y a des cons qui veulent toujours aller plus haut, Ouais, alors, parce que ils pour résumer, finiront qu'est-ce par qui. trouver la courbe de l'affaire. Mais un seuil minimal qui permet de limiter l'attractivité du dumping fiscal. Puisque là, comment ça se passe effectivement pour une multinationale qui souhaite entrer sur le marché européen? Elle va monter donc une filiale euh, au sein de l'Union européenne. Ouais, Et ce qui se passe, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg. ouais, et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y en a qui vont se domicilier en Irlande, puisque Hum, l'impôt sur les sociétés est moindre, voire hum, même au Luxembourg, en allant signer directement avec le duché une convention fiscale, où là, ça se négocie derrière un bureau. Bon, bah, on va vous taxer à hauteur de 2%, là où en France, la société aurait été taxée à plus de 20%. Mais ça, effectivement, c'est un problème. C'est une concurrence déloyale au niveau de la fiscalité. hum. Euh, mais en fait, aucun parti politique ne propose de solution face à ce problème. La gauche s'imagine que la France est un village gaulois qui peut décider tout seul dans son coin de faire ça et qu'il ne va pas y avoir d'externalités négatives. Si vous taxez trop les gens, toutes les entreprises françaises vont aller monter des filiales encore plus vite à l'étranger et vous allez avoir une fiscalité qui va s'évaporer de la France pour aller se mettre à l'étranger. Et une entreprise, c'est pas lié à un État. C'est-à-dire que si demain LVMH est surtaxé, ils peuvent décider de devenir une entreprise au siège social au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on dira? On dira Bernard Arnault, c'est un escroc, il n'a pas l'amour de la France, etc. Enfin, vous savez, moi, l'amour de la France, ça fait longtemps que je l'entends dans le sport, et pourtant, la moitié des sportifs français, ils finissent leur carrière où? Dans des pays où la fiscalité est faible, etc. Pourtant, ils chantent la Marseillaise, on nous dit toute la journée que machin, etc. Donc, voilà, la chose est simple. L'économie de marché, pour qu'elle fonctionne, il faut que les gens soient plus ou moins dans une économie de marché qui est concurrentielle de manière efficiente. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des inefficiences et il ne faut pas qu'il y ait des acteurs qui puissent faire du dumping. Il Hmm. existe deux gros dumpings à l'heure actuelle dans le monde qu'il faut traiter. C'est pour ça que je pense que le premier mandat de Donald Trump n'était pas forcément un mauvais mandat parce qu'il avait adressé enfin, essayé d'adresser un de ces deux dumpings. C'est le dumping fiscal. Les pays, on a ça en Europe et c'est un non-sens économique d'avoir des pays en Europe qui font ça. Mais après, on a aussi tous les pays, le Panama, Ouais. les îles Vierges, tous ces trucs-là. Voilà. Et après, on a le dumping social et plus ou moins productif. Alors, dans le dumping productif, vous avez le dumping social, c'est-à-dire je vais mettre moins de normes que le voisin, etc. Ça, à la limite, ça peut s'entendre dans une certaine mesure qu'il y ait des différences. Mais par exemple, un dumping productif que vous voyez, c'est la Chine. Vous subventionnez la production en Chine, et donc forcément, vos entreprises n'ont pas besoin de vendre à un prix X parce qu'elles savent qu'elles vont toucher Y de subvention. Donc elles peuvent se permettre, là où une entreprise française a besoin d'un prix X, et sur ce prix X, elle va toucher C de marge, bah, l'entreprise chinoise, elle peut vendre à C de marge moins Y, vu que Y, c'est sa subvention. Ouais.
Ok. Donc, elle peut vendre à une marge qui est moindre. Ça, c'est un non-sens économique. Ça ne devrait pas exister. Ce n'est pas à l'État chinois de subventionner la production chinoise pour aller se déverser chez nous. Même chose, un autre dumping qui existe, qui est un non-sens économique, vous achetez sur Chine ou vous achetez sur Temu, la plupart de ces plateformes ne collectent pas la TVA. Or, tout Ouais. Français qui dépense de l'argent doit payer de la TVA. Si le colis il arrive chez la personne, et par exemple, je vais vous prendre, j'ai l'exemple, j'ai mes petits écouteurs là. Si je commande ces écouteurs là sur Alibaba et que je ne paye pas mes 20% de TVA, c'est un dumping. Mais c'est pas Castaner qui est rentré chez Shane? Si, mais c'est pour ça que je dis que les politiques, c'est la déception. C'est-à-dire que, enfin, si vous avez été politique, que vous avez gagné de l'argent, que vous avez un minimum l'amour de ce pays, etc., vous savez que c'est un problème avec la Chine, vous ne rentrez pas là-dedans. Hmm. Voilà. Ou alors, c'est que vous avez vraiment besoin d'argent. Et là, on remonte sur un autre souci, c'est est-ce qu'on paye convenablement nos politiques? Et moi, je pense qu'en France, on ne paye pas assez nos politiques. Et globalement, je pense que dans l'Union européenne, on ne paye pas assez nos politiques. Pour ça, il faut aller voir les méthodes singapouriennes et comprendre. Et je pense qu'on a un problème entre l'attractivité du privé et du public. Et ça, c'est un autre débat et un vaste débat qui est plutôt à la faveur de nos politiques pour expliquer un peu leur médiocrité, on va dire. Sans citer de nom, tu penses qu'il y a quand même de la corruption passive au sein du gouvernement? C'est-à-dire, je rends des services quand je suis en fonction, puis ensuite j'ai une belle reconversion dans le privé, même Non, mais si il y je a suis pas toujours, forcément la personne la plus compétente euh, au poste en question. Non, mais la corruption, c'est consubstantiel de l'humanité. Voilà. Donc ta réponse, c'est oui. Même votre fils et votre fille, ils vous corrompent. Il va Hmm. dire, maman, elle a dit ça, papa, il a dit ça, elle va s'arranger, il y a un peu de Bon. corruption, et puis voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Dans l'État, il y a toujours des gens, vous connaissez un tel, donc il va vous rendre un petit service, etc. Le but, c'est de créer une structure judiciaire autour qui permet de normer ça pour éviter les abus. Parce que si vous recrutez vaguement quelqu'un et que, par exemple, vous allez recruter la fille de la voisine, mais qu'elle a exactement le même diplôme que l'autre à côté, oui, c'est de la corruption un petit peu, mais c'est pas ultra problématique. Et de toute façon, on n'aura jamais un pays avec 100% d'égalité, pas de corruption, etc. La perfection, ça n'existe pas. Je m'échigne à raconter ça à mes étudiants souvent en école de commerce, etc. La perfection n'existe pas et elle n'existera jamais. Allez, Et on encore avance. heureux. Donc, le service public est de retour. C'est quoi nos dépenses par rapport au PIB? Enfin, on est les champions du monde en Ah termes oui, de... dans quasiment toutes les catégories, on dépense par enfant, on dépense par malade, Bon, etc. On est tout en haut. Le problème n'est pas, encore une fois, le problème n'est pas la dépense, le pas le problème est montant, mais l'efficacité. c'est mal dépensé, ouais. Hmm. C'est l'efficacité de la dépense et surtout le problème n'est pas là, enfin le problème n'est pas que sur l'efficacité de la dépense, le problème c'est le manque d'investissement qu'il y a eu qui font qu'on a des effectifs mais qu'on n'a pas forcément les moyens derrière de déployer ces effectifs optimalement. L'exemple le plus fréquent, c'est les hôpitaux. En France, il manque énormément de machines d'imagerie. Donc du coup, les processus de soins sont très longs, les processus de diagnostic sont très longs parce qu'on n'a pas assez de machines d'imagerie. Donc en fait, à l'hôpital, on manque parfois de soignants à certains endroits, il y a trop de fonctions support et pas assez de soignants, ça on est d'accord. Mais on manque surtout d'une chose à l'hôpital. On manque de matériel. On manque de moyens techniques. Et en fait, on a tellement avec, et ça c'est une grosse erreur de la gauche de ces 30 dernières années, qui nous a toujours dit qu'en fait le problème c'était un problème de moyens humains. Mais Hmm. non, le problème de la France c'est un problème de moyens techniques. Et c'est exactement la même chose dans les entreprises. Les entreprises françaises sont moins efficaces que les autres entreprises équivalentes allemandes, etc. Pourquoi? Parce qu'elles ont sous-investi en recherche et développement et en optimisation. Les usines en France sont moins performantes que les usines allemandes, etc., parce qu'elles sont moins robotisées. C'est simplissime comme problème. Si demain on était beaucoup plus robotisé, beaucoup plus informatisé, qu'on avait beaucoup plus de techniques, on produirait beaucoup, beaucoup plus de valeur. D'ailleurs, si vous prenez les Italiens,
une des grandes réformes qui a été très bien faite par Meloni en Italie, ça a été de mettre en place le crédit d'impôt pour l'investissement dans les robots, et ça a massivement digitalisé et robotisé les PME italiennes, qui étaient très très en retard parce qu'elles étaient encore moins digitalisées et robotisées que les PME françaises. D'accord. Et elles sont en train de rattraper les PME françaises maintenant. Alors, garantie, la droit au logement, bon, bah, enfin, déjà, au niveau législatif, il y a le DAL, il y a le droit au logement, hein, c'est juste que c'est pas Non, mais appliqué. le logement, c'est pareil. C'est la même chose. Le niveau est abyssal de la politique du logement, parce que la politique du logement, si le logement est trop cher en France et si le logement est machin, c'est pas qu'on garantit pas assez, c'est pas qu'on produit pas assez de logements dans le parc HLM, etc. Parce que la France est un des pays qui a le plus gros parc de HLM du monde, etc. La vraie problématique, c'est la manière dont on a construit nos villes actuellement par rapport à ce que veulent les gens. Donc la majorité des gens veulent habiter à Paris, etc. Et on a construit Paris dans une forme où on a limité le nombre d'étages, etc. Et donc le gros problème, c'est pas vraiment le problème de est-ce qu'il faut augmenter les APL, est-ce qu'il faut ceci, etc. Le gros du souci de l'immobilier français, c'est avant tout de simplifier les normes et de simplifier les PLU en acceptant de dire que parfois il faut déconstruire ou il faut changer pour reconstruire plus gros, plus massif, etc. Et ça, c'est très compliqué parce que si vous êtes un maire, si demain, à côté de chez vous, n'importe qui regarde cette vidéo-là, il a un immeuble de 5 étages, ses voisins font 5 étages. Si demain un maire arrive et dit cet immeuble de 5 étages que vous aviez à côté, on va le détruire et on va faire un 15 étages, vous allez tous protester. Hmm. Et c'est bien normal, parce que vous allez tous dire, ça me casse les pieds les travaux, ça me casse les pieds qu'on casse la vue, ça, je l'entends. Le problème, c'est que si la France a de plus en plus d'habitants, et on est quand même en expansion au niveau du nombre d'habitants en France, et si tous les habitants veulent vivre plus ou moins dans les mêmes métropoles, et ben la seule solution, c'est de faire grandir les immeubles et d'améliorer. Et je pense que malheureusement, le gros problème du logement, c'est qu'on ne s'est pas lancé dans un gros chantier, hein, comme on a fait avec le baron Haussmann à Paris. Je pense qu'il faudrait faire des très gros chantiers dans les 20-30 plus grosses villes de France, en acceptant de détruire des bâtiments, d'utiliser les bâtiments publics pour les réaffecter à de l'usage de logement, en créant Ça. des usages mixtes, etc. Et que c'est un grand plan Personne, d'investissement qu'il faudrait faire. personne n'en parle, la reconversion de l'immobilier de bureau en logement d'habitation. Non, parce que c'est un enfer. Si tu Il regardes faut à la demander à la découpe, mairie, il faut faire ce qu'on appelle de la compensation, etc. C'est un bordel sans nom au niveau du PLU. Or, si demain il y avait un politique qui avait vraiment, comme je dirais vulgairement, des couilles, la première des choses qu'il ferait, c'est revoir complètement les méthodes de gestion des PLU qui sont déléguées au niveau local pour faire un choc qui pourrait être que sur 5-10 ans, enfin 5 ans peut-être pas, mais plutôt 10-15 ans, où on construirait massivement pour avoir assez de logements pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de logements en France. Et après, on reviendrait au système du PLU comme avant, avec les maires qui décident, etc. Mais on a besoin d'un choc, et ce choc-là, on l'a pas. Et là, on peut voir que là, la Chine est quand même, ou d'autres pays ont quand même des choses qui sont intéressantes, c'est que c'est des pays qui sont capables de construire rapidement parce que la puissance politique a décidé, on fait. Chez nous, la puissance politique a décidé, on attaque en justice, on a créé tellement de normes que finalement le permis tombe, que 20 ans plus tard, on n'a toujours pas commencé à construire, et que vous pensez bien que s'il y a un promoteur qui achète un bien, qui essaye de construire et qui met 15-20 ans pour construire, ce temps qu'il a mis pour construire, il se retrouve dans le prix. ouais, bien sûr. Et alors, donc, bon, bien sûr, au niveau de la retraite, il prévoit hein, plus de dépenses, hein, un système plus protecteur. Ensuite, il y a un petit volet. La retraite, ça c'est un bon truc. La retraite, le mécanisme français, c'est le Ponzi. C'est-à-dire que moi, je cotise tous les mois pour payer la retraite de mon père et de ma mère. C'est une débilité. Ça pouvait marcher à un moment très atypique. Pourquoi? Parce que si on avait fait une retraite par capitalisation à la sortie de la guerre, bah, ceux qui étaient arrivés avant, ils n'auraient rien capitalisé. Donc ils n'auraient pas eu de retraite. Donc, la dose de répartition au début, elle faisait du sens. Mais ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on passe d'une retraite par répartition à tout doucement une retraite par capitalisation.
en injectant Ouais. de plus en plus de capitalisation. Sauf que tout le monde nous explique que c'est pas bien. Alors la gauche, c'est le magnifique là-dessus, parce qu'elle nous explique matin, midi et soir qu'il y a trop de dividendes dans les entreprises, mais alors si les gens se mettaient à capitaliser, etc., ça serait dangereux pour la retraite, ça serait pas bien. Donc en fait, à gauche, on nous explique que bah, les actionnaires, c'est des arnaqueurs, c'est des profiteurs, etc. Mais d'un autre côté, on ne veut pas faire des salariés des actionnaires, parce que c'est quand même risqué et on pourrait perdre du pognon. Je pense que c'est un énorme problème. Par contre, là où je suis totalement contre, c'est que si on fait un régime par capitalisation, je pense qu'il ne faut absolument pas le penser au mode anglo-saxon, c'est-à-dire avec des boîtes privées qui capitalisent, mais je pense qu'il faut Type faire BlackRock, ouais. voilà, il faut faire une entité étatique française, type fonds d'investissement des pays nordiques, qui Mhm. irait investir l'argent. Alors, on revient au système des agences de l'État. Je pense que c'est tellement politique et tellement risqué que bien sûr, il faudrait que ça soit une agence de l'État qui soit défait en partie du politique pour pas juste investir sur la dernière lubie de n'importe quelle politique, comme on a vu avec l'hydrogène, où on s'est mis à surinvestir avec l'hydrogène comme pas possible, et maintenant il y a plein de projets qui font faillite, et comme on n'a pas pensé l'investissement dans le temps dans l'hydrogène, et ben en fait, on a mis 100, 200 millions sur des projets, puis maintenant, bah, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on voit avec, par exemple, McPhy, qui était coté en bourse. L'État français, il a mis plusieurs centaines de millions à travers la BPI et à travers d'autres partenaires. Et puis maintenant, les gens, ils font faillite. Parce que l'investissement, c'est des cycles, c'est 10, 15, 20 ans. Et il faut financer, pas que pendant le moment où c'est la mode. Il faut financer sur tout le spectre du cycle. Ok. Alors après, il y a un volet réindustrialiser la France. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Alors voilà, faire bifurquer l'économie et réindustrialiser la France. Hmm. Alors, engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France et de l'Europe dans des domaines stratégiques, semi-conducteurs, médicaments, technologies de pointe, voitures électriques et panneaux solaires. Alors ça, c'est ton dada, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est une volonté, mais comment tu Euh, fais? alors, c'est-à-dire, c'est une volonté, mais si vous voulez, il y a quelque chose de très simple pour l'industrie des semi-conducteurs. Vous allez les voir, les Chinois. Ils en sont à plus de 50 milliards dépensés. Ils n'ont toujours pas réussi à concurrencer ni TSMC ni Nvidia. Voilà. Donc, si la France veut dépenser 50 milliards pour essayer d'aller concurrencer TSMC et Nvidia, on peut essayer, hein, mais je garantis à quasi coup sûr l'échec de la stratégie, surtout que chaque année, Nvidia et TSMC investissent plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de semi-conducteurs en Europe. On a des acteurs. Vous avez Infineon et vous avez STMicro. Et là, on a un énorme problème. C'est que il y a un dogmatique, enfin, il y a quelque chose de dogmatique à la Commission européenne. C'est l'interdiction de faire des grosses fusions parce que les grosses entreprises pourraient avoir un pouvoir sur le marché qui serait tel que ça serait casser de la concurrence au niveau de l'Europe, et donc ça serait défavorable dans la mécanique de fixation des prix. Pourquoi? Parce qu'on juge que quand il y a de la concurrence, le prix est plus efficient pour le consommateur. Sauf que, à force de réfléchir la part de marché des entreprises européennes au niveau européen, on empêche la constitution de géants dans un monde qui est de plus en plus un monde d'oligopole. Pourquoi? Mhm. Parce que maintenant, les entités, elles ont une part de marché extrêmement forte, mais pas 50% en France et puis rien à l'étranger, mais elles vont avoir 30% dans le monde entier. Voilà. Et c'est un monde d'oligopole. Alors l'État européen peut décider qu'il ne va pas faire d'oligopole et que ça ne va pas être comme ça, mais ça ne va pas fonctionner. Donc typiquement dans les semi-conducteurs, si on voulait réussir, la première des choses à faire, ça serait de fusionner STMicro et Infineon. Ouais, Le géant franco-italien avec le géant allemand. Instantanément, on aurait une entreprise qui serait valorisée aux alentours de la centaine de milliards. On pourrait y rajouter Soitec un petit peu et quelques acteurs à ouais, droite à gauche et on aurait une masse critique. ouais, il y a une volonté, mais il nous explique pas comment. Donc après, bon, il parle bien entendu de la gouvernance des sociétés. Est-ce que les Non, salariés... après, la seule chose qui mérite un bon point, c'est cet aspect de mettre des quotas pour les PME et les ETI. Ça, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis. C'est-à-dire, quand vous êtes une entité publique ou parapublique, vous êtes obligé de consommer un minima américain. Et c'est un dumping, comme je le disais avant, hein, qui est décidé Mhm. par les Américains. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des dumpings tant qu'ils ne sont pas massifs. C'est-à-dire que tant que les États-Unis disent pas, vous êtes obligé de consommer 100% auprès de boîtes américaines.
Mais si c'est 10, 15, 20% pour Ouais. soutenir son tissu de PME, ETI, ça me paraît pas complètement con. Sauf qu'à ce moment-là, si les Américains le font, il faut que nous, Européens, on le fasse aussi. Il faut qu'on laisse les Chinois le faire et il faut que tout le monde au niveau mondial dise on juge que le niveau optimal, c'est 15-20%. Il ne faut pas aller au-delà, sinon après, c'est la course à la carotte et tout le monde va faire du dumping et un sens. Et puis à la fin, tout le monde va consommer que local et on va Ouais. perdre tous les bienfaits de la mondialisation. Mais il ne faut pas non plus croire que la mondialisation à tout craint et à tout bout de champ est la solution magnifique. Et c'est pour ça que je dis souvent que je suis déçu aussi des libéraux. C'est que les libéraux en France ont souvent la vision de dire on n'a qu'à laisser faire le marché, la main invisible du marché, ça va solutionner tous nos problèmes. Et puis on n'a qu'à faire à la comment il s'appelle, à la Javier Milei, à tout couper et à enlever des centaines de milliards parce que de toute façon, on dépense trop, ça ne changera rien, c'est de la dépense. Enfin, je pense que ça, c'est de la solution extrêmement simpliste et que ça ne fonctionne pas comme ça. Et encore heureux que ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il faut faire les choses bien plus intelligemment. En quelques secondes, zéro financement des banques pour les énergies fossiles. Bah, c'est pareil. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on veut faire de la politique par rapport à de la mode, eh ben on dit demain matin, on n'a plus besoin d'énergie fossile. Sauf que malheureusement, il y a des gens qui roulent au diesel, il y a des choses qui sont produites à partir d'essence, à partir de pétrole, etc. Et donc, On a un géant mondial total qui a investi énormément, donc c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. non, mais bien sûr. Mais la France, par exemple, c'est un bel exemple. La plupart des puits de pétrole sont hautement polluants. C'est-à-dire, quand vous prenez un puits de pétrole, vous allez avoir ce qu'on appelle les torchères, etc., pour brûler un bout du gaz qui sort avec le pétrole. Vous avez plein de choses et vous avez plein de fuites. Vous allez dans plein de pays d'Afrique, d'Asie centrale, etc. La pollution des puits pétroliers est extrêmement importante. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un puits pétrolier au Danemark pollue de la même manière qu'un puits pétrolier au Canada, qui pollue de la même manière qu'un puits pétrolier en Angola. On a beau sortir la même chose du pétrole, la manière dont on le sort, la manière dont on le produit, les standards qu'il y a de production ne sont pas du tout les mêmes. Et moi, je pense que en France, on aurait moyen, parce que par exemple, en Guyane française, il y a des opportunités d'avoir énormément de pétrole et de matières premières. On ne les utilise pas parce que on ne veut pas les sortir parce que soi-disant c'est polluant. Sauf que si vous faites venir du pétrole qui vient d'Ouganda et qui est extrait dans des conditions sociales, écologiques, etc., complètement nulles, ou en tout L'empreinte cas carbone, moins ouais, efficaces que l'empreinte si on le écologique. faisait chez nous avec des agences de l'État qui seraient derrière, qui iraient vérifier, etc., eh ben, c'est pas efficace. Et maintenant, vous voyez que même les pays nordiques qui étaient très anti-pétrole, malgré qu'ils ont fait leur fortune sur le pétrole et qui avaient même limité un peu, hein, le bel exemple, c'est Equinor, qui est la Alors, société pétrolière norvégienne. Pendant longtemps, le gouvernement a voulu absolument limiter la capacité d'Equinor à faire des nouveaux puits. Et maintenant, les nouveaux gouvernants en Norvège finissent par dire, mais on s'est rendu compte que si on fait des études comparatives, si on produit le gaz et le pétrole en allant le forer, etc., finalement, au niveau écologique, c'est mieux parce que les standards de production, les standards de transport d'Equinor font qu'ils sont tellement supérieurs à ce qu'on va trouver ailleurs au Moyen-Orient, c'est etc., plus écologique que pour la c'est plus planète écologique que. pour la planète. Donc, c'est pour ça qu'il ne Alors, faut pas être dogmatique. il nous reste 15 minutes. Après, effectivement, il y a plutôt enfin, des mesures d'ordre sociétal, pas vraiment économique. Alors, maintenant, je vais aller. Donc, alors, on va pas aller dans le détail sur LFI parce que LFI, donc c'est le programme du nouveau Front populaire si ce n'est qu'ils veulent mettre un impôt sur la nationalité, qu'ils veulent taxer à 100% l'héritage, si je ne me trompe, au-delà de 12 millions d'euros. Voilà, bah, tu vois, ça c'est un bon exemple. L'impôt sur la nationalité, je ne suis pas forcément contre. Si tout le monde le Ouais, fait, moi non les plus. Américains l'ont Comme les fait, États-Unis, ouais. si tout le monde le fait et que c'est un moyen de taxation minimum en disant les gens ont vécu dans notre pays, ils ont étudié dans notre pays, on a mis de Mm. l'argent sur eux, on a investi Ouais. et on juge qu'on doit avoir un minimum de retour sur investissement, d'accord. Par contre, ce dont je suis pas d'accord, c'est que dans le programme de LFI, etc., quand tu regardes comment ils te le mettent, c'est pas un impôt pour récupérer ce qu'on a produit parce que les gens vont travailler ailleurs, c'est confiscatoire. C'est-à-dire, c'est pour punir. C'est vous allez habiter à Dubaï, donc vous êtes un fraudeur, vous allez habiter machin, donc vous êtes un fraudeur, donc on vous matraque
pour que vous ayez la même fiscalité qu'en France. Ça, je suis pas d'accord, parce que si les gens ont envie d'aller vivre ailleurs, parce Oui. qu'ils ont des opportunités, etc., il faut qu'on leur laisse le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour la liberté. Par contre, si on était taxé à hauteur de 5% de ses revenus quand on est à l'étranger, ça ne me paraîtrait pas non plus totalement dingo. Voilà. Bah, Parce que bah, je juge que, voilà, moi j'ai profité de l'école française, j'ai été à l'école, j'ai profité des routes, des hôpitaux. Si demain je vais m'installer au Japon et que l'État français me dit, bon, on va prendre 2,5%, 5% de votre revenu fiscal par rapport à ce que vous avez vous déclaré au Japon parce que vous payez plus rien en France et que du coup, bah, il faut bien que ça nous rémunère et qu'on récupère, ça me paraît normal. donc pourquoi pas cette mesure, mais il faut voir où on met le curseur. Bah, tu vois, Voilà. pour l'anecdote, ma sœur vit en Suisse depuis plus d'une quinzaine d'années, elle vit sur Zurich, et sa fille est à l'école française de Zurich. Hum, Elle paye pour l'école française de Zurich 1 000 € par mois pour hum, scolariser sa fille. La vie coûte cher à Zurich, et elle a débattu avant les dernières élections présidentielles avec des responsables de LFI où elle expliquait que s'il y avait vraiment la mise en place de cette taxe sur la nationalité, enfin, ça la mettrait vraiment en difficulté. Elle ne pourrait pas terminer ses fins de mois. Et hum. effectivement, elle était face à un mur, on lui expliquait, mais non, mais de toute manière, il faut payer, etc. Donc, c'est vrai que si on paye des impôts pour une scolarité, enfin, en partie pour l'éducation de nos enfants, mais qu'on n'en bénéficie pas en contrepartie, voilà. Donc, pourquoi pas un impôt sur la nationalité, mais Non, mais il doit y avoir un modulo. Si tu as vécu 50 ans en France, c'est normal que tu payes plus que si tu as vécu que 10 ans. ouais. Il y a des notions. Il faut trouver l'équilibre. Et c'est très compliqué. Je ne dis pas que trouver l'équilibre est facile. Je pense que déjà, cet impôt devrait être fait plutôt au niveau européen, à assiette le plus large possible, à taux le plus bas possible, Oui, et parce quitte à le que remonter petit à petit, t'as aussi, etc. t'as aussi du dumping fiscal au sein de l'Union européenne à la chasse aux particuliers. Alors, les retraités qui partent au Portugal, vous allez payer moins Ah bah oui, d'impôts. c'est un Ceux qui non-sens. partent en Italie, pareil, vous allez payer moins d'impôts pendant X Mais, années. mais, mais quand vous regardez les économistes, tout le monde vous loue le Portugal et la Grèce en Hmm. vous disant ces gens-là ont été capables de se réformer, etc. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'une partie de la réforme de ces gens-là, ça a été un dumping fiscal extrêmement agressif sur les personnes âgées qui Ouais. ont été s'installer là-bas avec des ponts d'or et qui sont mis à dépenser, etc. Tant mieux pour la Grèce et pour le Portugal. Moi, je ne suis pas pour interdire aux Français d'aller s'installer au Portugal à leur retraite. Mais par contre, si le seul intérêt ou l'intérêt majeur, c'est d'avoir une fiscalité qui est beaucoup plus douce, etc., vous vous doutez bien que si demain la France est en difficulté, il va aller voir tous les Allemands et il va dire, les Allemands, chez vous, la taxation elle est élevée, venez vous installer sur la côte d'Azur, on va vous faire 10 ans avec zéro d'impôt. Enfin, si on commence tous à faire ça, ça marche pas. Un État ne peut pas fonctionner sans impôt. C'est comme une entreprise, elle ne peut pas fonctionner si elle ne vous vend pas un produit et un service voilà, sur lequel les gens y payent. Alors, on termine par le Rassemblement national qui, effectivement, visiblement, au premier tour, serait en tête en cas de nouvelles élections législatives. Alors, donc, RN, donc, le projet. Alors, tu préfères quoi? On se met sur le contre-budget Le 2025. contre-budget, c'est très bien, on est dans la Ouais. thématique. Là, au moins, on va être dans des chiffres, c'est concret. On peut leur reconnaître ça, ils ont un contre-budget, ils l'affichent. C'est pas le cas de tous les partis politiques. Alors, Par contre, il faut que tu montes le PDF pour que les gens ils le voient. voilà, c'est bon? Voilà, c'est bon. Je vais zoomer, hein. Voilà. Bon, politique familiale, enfin, une part fiscale Oui, pleine pour alors les moi je vais dire une enfants. chose. Je pense qu'on ne fait pas assez d'enfants. Je suis d'accord avec Elon Musk là-dessus en Occident et que c'est un énorme problème. Je pense que le problème n'est pas de la politique fiscale, d'avoir une rentrée scolaire avec un peu plus de chèques, etc. Le problème, c'est avoir accès à du logement et avoir assez de mètres carrés pour mettre ses enfants dedans. C'est-à-dire que Ouais. quand tu as 40 mètres carrés et que tu veux faire trois gamins, c'est pas possible. Sauf, sinon,
tu fais une usine où tous les gamins sont empilés les uns sur les autres quand ils dorment, etc. Et du coup, il n'y a pas d'espace pour chacun, il n'y a pas d'espace de vie correct, et ça ne peut pas faire des gens épanouis. Et je ne pense pas que ça soit le but de la société actuelle dans sa création de richesse, etc., que d'empiler des gens dans des cages à poules en méthode communiste de l'ex-URSS. Donc voilà, donc le gros du sujet pour moi n'est pas sur les primes ou sur les choses comme ça, c'est sur le logement. Comment faire en sorte de permettre aux jeunes couples entre 25 et 35 ans qui veulent faire des enfants d'avoir assez de mètres carrés pour pouvoir faire des enfants. Alors, remplacer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, par l'impôt sur la fortune financière. Donc, on prend en compte pas tes actifs immobiliers, mais tes actifs financiers. Qui est une Alors, connerie. parce que, Voilà. parce que tu es concerné à titre personnel. Non, non. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le problème de l'immobilier, c'est que prendre en compte l'immobilier, surtout si c'est des résidences secondaires, etc., c'est assez souvent ce qu'on appelle de l'actif improductif. C'est-à-dire que votre résidence secondaire, sa seule vocation, c'est de vous faire plaisir à vous. Peut-être vous la louez sur Airbnb et tout, mais c'est anecdotique. Que l'État considère que parce que vous vous accaparez, et attention, mettez ce mot entre guillemets, je ne juge pas les gens. Moi-même, j'en ai une, et je pourrais être taxé dessus, ça ne me dérangerait pas. Enfin, je le suis déjà d'ailleurs. Mais bref, euh, si vous faites ce choix-là, vous payez parce que vous prenez un espace commun, vous avez investi, et voilà. Et si demain des gens ont 15 résidences secondaires, c'est normal qu'ils payent, etc. Le problème de taxer le capital, c'est que le capital, si c'est un capital qui est productif, ce qui est le cas de beaucoup de capitaux, en capitaux improductifs, par exemple, vous allez avoir les métaux précieux. Or, argent, que Younes affectionne, et j'en ai un petit peu, c'est improductif. Vous en avez parce que vous considérez que la valeur de la monnaie va descendre. Et donc que ça va vous protéger. C'est purement improductif. Donc ça, taxer ça, pourquoi pas. Mais si demain vous me taxez sur les actions que je détiens sur la société X, Hmm. soit la société X, elle va me verser un dividende et je vais utiliser ce dividende pour payer ma taxation, mais donc ça veut dire que je vais demander à ma société X de la ponctionner un peu plus pour pouvoir payer la taxe en effet cascade. Soit je vais vendre des actions petit à petit de ma société X pour payer mes impôts. Or, si vous faites ça, vous rendez la détention de capital moins intéressante pour les Français. Or, le problème de la France, c'est que la plupart des entreprises françaises au CAC 40 ne sont pas détenues, et même des PME, etc., sont de moins en moins détenues par des Français, mais de plus en plus détenues par le reste du monde. Ça, c'est deux phénomènes qui existent. Il y a le phénomène de taxation du capital et l'inattractivité de la prise de risque quand on investit dans le capital, qui a été plus ou moins traité. Il y a le PEA, PME, il y a eu quelques trucs qui ont été faits. C'est pas parfait, il reste du travail. Voilà. Et l'autre biais, c'est le fait que comme on n'a pas de vision de retraite par capitalisation, ben on manque d'un effet de masse qui irait s'investir et qui contribuerait à investir l'argent produit par les Français tout au long de leur travail pour préparer leur retraite en investissant dans le capital des entreprises et dans l'outil productif. Donc, il y a deux choses, mais je suis fondamentalement contre l'IFI parce que ça serait un non-sens économique et ça nous rendrait moins compétitifs et ça ferait que les boîtes françaises seraient majoritairement détenues encore plus par des étrangers, ce qui, à mon avis, n'est pas enfin, ce sur quoi on doit essayer d'aller. Alors, bon, je vais être un peu dur là, hein, parce que c'est vrai que bon, leur contre-budget, hein, c'est effectivement s'ils avaient les clés et la main sur le pouvoir législatif. Leur contre-budget, bon, par rapport au budget présenté par le gouvernement, c'est quand même, il y a 13,7 milliards en plus, selon leurs projections. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, entre janvier et juin 2025, on a un trou de 100 milliards de déficit. Donc, si on retraite la moitié, et si on avait, enfin, si le gouvernement avait pris en compte toutes les mesures proposées par le Rassemblement national, on aurait quand même, Non, mais je vais non, t'arrêter. Tous les budgets. Non, mais on aurait quand même augmenté la dette à date, à l'heure actuelle, de 94 milliards d'euros. non, mais alors, je vais te dire, ça sert à rien d'aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai dit déceptif dès le début. D'accord? Il faut Hmm. avoir les grands agrégats. Il faut comprendre de ce dont quoi on parle. La dette,
c'est pas un problème si on crée des actifs et si on crée de la croissance. Le problème, c'est que dans ce pays, l'État vend des actifs, donc il s'appauvrit avec le temps. Il vend de l'immobilier, il vend des actions d'entreprise qu'il détient, etc. Il ne crée pas assez d'actifs. On ne crée pas assez d'actifs, même si on est un pays avec énormément d'actifs, hein. Hmm. Parmi les pays, c'est-à-dire quand on se compare à la Grèce, etc., ce que beaucoup oublient de dire, c'est qu'en face de la dette, il y a aussi un actif et il faut faire le solde passif moins actif pour comprendre où on est. Mais le problème, c'est le flux. D'accord? C'est-à-dire que tous les ans, on s'endette massivement parce qu'on dépense plus que ce qu'on a. Et on dépense en étant inefficient. Mais là, ce que les partis politiques vous disent, il y a 1670 milliards de dépenses de l'État, d'accord? Et des agrégats de l'État chaque année. D'accord? Ouais. 1%, c'est 16 milliards. On est soi-disant aux portes de la faillite et le premier parti politique de France vous explique que lui, dans son contre-budget, peut trouver 1%. Hmm. Citez-moi une entreprise en difficulté qui va voir ses banquiers et qui dit je vais réussir à optimiser mon boui-boui, que ça soit en faisant plus de revenus, en dépensant moins, en économisant des coûts et tout, de 1%. Ouais. Ah oui, Voilà. ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je repars encore au début. Si on optimisait ne serait-ce que les achats de l'État, on retrouverait ces 1%, peut-être pas instantanément sur l'année, mais en 2, 3 ans, si on se met les bonnes réformes, on les a. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc, j'ouvre le projet. euh, Bardella, Premier ministre. Donc, l'Union fait la France. Voilà, on dirait Non, mais c'est toujours joli, les on projets des dirait partis Paris Match, politiques. mais Non, mais c'est toujours joli. Les plaquettes, elles sont toujours magnifiquement jolies. Le problème, c'est que ça serait bien que les partis politiques dépensent un peu moins en communication et en blabla télévisuel et un peu plus en sujet de fond. Voilà. Et en réelle expertise. Mais bon. franchement, on va regarder tout ça dans le détail. De toute manière, j'ai contacté les différents partis politiques pour leur demander leur programme et même pourquoi pas organiser un débat avec Philippe. Alors pour l'instant, bizarrement, je n'ai pas de réponse. Pourtant, je leur ai dit que voilà, ce serait impartial. On veut juste leur poser des questions objectives pour évaluer leur programme uniquement sur le volet économique, hein, tout ce qui est sociétal, etc. Ça ne nous regarde pas. On n'a pas vocation à le commenter. Donc, j'attends leur réponse. Mais effectivement, bah, en fait, en parcourant finalement les différents programmes des partis politiques qui sont représentés au sein de l'Assemblée nationale, on voit pas, il n'y a pas de gros coups de pied dans la fourmilière, il n'y a pas Non, mais il vraiment n'y a de pas de vision. stratège. C'est Oui, il ce n'y que a pas de c'est vision. ce que je Enfin, disais. Quelle est la vision pour la France à 20 ans? Demandons à n'importe quel politique quelle est la vision pour la France à 20 ans. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce ouais. qu'on veut léguer aux petits-enfants? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il n'y a rien. Il n'y a Hmm. pas de... voilà. Et l'avenir, C'est toujours la l'avenir même avec, chose. Ouais. l'avenir avec un grand A, c'est pas dire on va faire comme il y a 20 ans et on va revenir comme à l'époque je sais pas, de Chirac, et la France était belle et elle était black blanc beurre et c'était magnifique et tout ce qu'on veut. Bien sûr que non. Ce qu'on veut, c'est que les politiques nous disent l'avenir, c'est une société avec de l'IA, c'est une société avec des nouvelles problématiques qui peuvent être sociales, qui peuvent être politiques, qui peuvent être plein de choses. Les enfants actuellement, comment est-ce qu'on va leur apprendre le français, les maths, les choses comme ça avec l'avènement de l'IA, etc. Ça va demander une recomposition totale de l'enseignement. On a Oui, plein de nouveaux c'est vrai supports qui qu'il arrivent. y a pas mal, il y a pas mal d'études qui démontrent que énormément de métiers qui existent actuellement disparaîtront dans les Oui, années à venir euh, à cause de l'IA ou grâce à l'IA. Mais pour l'instant, on n'en entend pas du tout parler dans le débat politique. Pour eux, ce sont pas un problème. Enfin, non, ils n'anticipent pas du tout ce mouvement et qui s'accélère. Là, on le voit au sein des entreprises. Il y a pas mal d'entreprises qui augmentent leur productivité. Des métiers, on le sait, qui vont disparaître. Voilà, on a de moins en moins de personnes qui codent.
même au sein des services clients, les personnes sont remplacées par des chatbots. Et ça, effectivement, enfin, pour l'instant, le politique n'en parle pas du tout. Je pense que peut-être Non, qu'ils en parce que parleront quand ils seront face au problème. Ils verront. mais non, les gens, ils sont stressés. Tu parles à des gens qui ont des enfants de 5, 6 ans ou des Hmm, petits-enfants de 5, 6 ans. Ces gens-là, ils se disent, comment mes enfants, ils vont apprendre le français, les maths, quel va être le travail qu'ils vont pouvoir faire quand ils auront 25 ans, comment ils vont avoir accès à l'immobilier, etc. Ça prend la tête des Français. Le problème, c'est que le politique, il est à l'élection de la semaine prochaine. Ce qui intéresse tous les politiques là, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voter le 7. Je crois que c'est le 7 ou le 8, je ne sais plus. Le 7 ou le 8. Moi, je m'en fous de ce qu'ils vont faire le 7 et le 8. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me disent qu'est-ce qu'on va faire de la France, de ce beau pays, à horizon 10, 15, 20 ans. Voilà. hmm. C'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on veut produire et vendre au monde? Comment est-ce qu'on veut éduquer nos enfants? Comment est-ce qu'on veut avoir de la sécurité? Comment est-ce qu'on veut avoir de la cohésion sociale? Voilà, c'est ça. La vision du pays, c'est ça. C'est pas que de l'économie, hein. C'est Ok. pour ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à l'économie. On peut aller un peu plus loin. Après, notre expertise, c'est avant tout l'économie. Mais par exemple, en économie, si vous n'avez pas des enfants qui ont été éduqués, qui ont une capacité productive, bah, forcément, les entreprises que vous allez faire au niveau de votre pays, elles vont être moins productives que les autres, hein. C'est basique, hein. Vous avez moins de chances de réussir à faire une super biotech au Pakistan qu'en France, hein, parce que les Pakistanais, ils ont moins étudié la biologie et la médecine que les Français. C'est basique. Alors on peut dire que c'est raciste si on veut, hein. Je ne dis pas que les Pakistanais ont moins de compétences que les Français sur le sujet. C'est juste que comme ils ne sont pas formés dessus, forcément, ils ont moins de chances de réussir. Hein. Moi, j'ai jamais joué au rugby, j'ai aucune chance de devenir un joueur professionnel de rugby. C'est basique, hein. Si j'en avais fait, peut-être que, mais si j'en fais pas, c'est Hmm. pas possible. Donc, la vraie question, elle est là, et je pense que malheureusement, dans la vision de faire des économies de bout de chandelle, on manque complètement et le fait de repenser globalement le système de l'État français et tout, d'un point de vue social, éducatif, justice, police, etc. Et il y a un très gros système à repenser et à refaire. Et on manque aussi toute la capacité Ouais. d'optimisation au niveau économique qui, à mon avis, enfin, il y a des choses extrêmement simples pour optimiser. Si déjà vous dites on fait des économies sur les achats, on arrête de bouger les droits du travail et les différents droits et pendant 5 ans, on va rien changer aux taxations, rien changer au machin. Donc vous dites à tous les patrons, le règle du jeu, c'est les mêmes pendant 5 ans. Vous pouvez jouer 5 ans avec le même jeu, on va rien bouger. Je peux vous assurer que déjà, il va y avoir une certaine émulation. Parce que quand vous êtes patron, vous vous dites toujours, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, par exemple, on est tous en train de parler de ce qui va se passer avec le budget. Mais quand vous êtes une boîte qui fait de la recherche, vous dites, est-ce que l'année prochaine, le crédit d'impôt recherche, il va continuer? Hmm. Moi, j'ai des discussions comme ça avec des patrons où j'ai des analyses de sociétés cotées en bourse qui sont françaises, où il y a le crédit d'impôt recherche. Et où je me dis, merde, l'année prochaine, est-ce qu'on va toujours avoir les 5 millions de crédits d'euros d'impôt recherche? Si on les a plus, la valeur de la société, c'est plus du tout la même. Donc vous mettez du déséquilibre, vous mettez un phénomène L'instabilité, oui. d'instabilité qui est très mauvais à l'économie. Alors, Arthur, enfin, on arrive à la fin de cet échange. J'imagine que alors bien entendu, les programmes politiques, on n'est pas rentré dans le détail, hein, on a regardé en surface, voilà. Mais au niveau des programmes, ou en tout cas des idées poussées par les autres partis politiques, on est encore sous la note de 10 sur 20, j'imagine. Ah bah oui. Non mais de toute façon, le moindre parti politique qui ne vous parle pas de faire des économies sur les achats alors que c'est le truc le plus simple, Hmm. c'est qu'il n'a pas réfléchi au système. Ouais. Voilà. Ou c'est qu'ils cherchent un truc à ajuster sur la ligne de la Cour des comptes, vous bougez un truc et instantanément vous gagnez 15 ou 20 milliards. Parce que c'est sûr que les achats, c'est pas on fait un bout et puis demain matin on a gagné 15 milliards. Ça va être sur 1 an, 2 ans. Il va falloir que le temps que ça se transmette, etc. Mais enfin, si vous Alors, voulez, à l'échelle d'un pays comme la France, on n'est pas non plus dans une situation où demain matin on va plus pouvoir lever de la dette, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est transmettre au marché financier la même chose qu'aux Français. Quelle est la vision qu'on donne au marché financier de la France à 20, 30 ans? ok. Le problème des marchés financiers actuellement, c'est qu'ils n'ont pas de vision de la France. Et en plus, on aurait une chance non négligeable, c'est qu'à l'heure actuelle,
les marchés financiers ont peur de la vision des États-Unis à 5, 10, 15, 20 ans. Donc il y a un effet de refuge vers l'euro qui font monter l'euro. Et je pense que dans les mois qui viennent, etc., il y aura une inflation qui va baisser en Europe. On va, sauf cas d'explosion de guerre et de trucs comme Ouais. ça, mais je pense que la Banque centrale va pouvoir baisser encore plus ses taux que ce qu'elle a fait. Et je pense qu'on pourrait se retrouver avec des taux d'intérêt qui sont très très bas. Donc on pourrait regagner du temps pour refaire nos Investir. réformes, etc. Mais pour aller dans ce sens-là, il faut aussi qu'on aide un peu le marché, qu'on lui donne une vision, qu'on lui dise, nous, on est un État de droit. Il y a des questions sur le rule of law aux États-Unis avec ce que fait Trump et ça fait peur aux financiers internationaux. Nous, on est capable de vous faire un endroit. Ça fait des siècles et des siècles qu'il y a de la démocratie en Europe. On est capable d'avoir une vision, on est capable de se protéger, on est capable d'avoir notre armée, etc. Mais ça Donc, demande énormément de choses. Moi, pendant longtemps, et je finirai là-dessus, j'ai dit un truc simple, l'arme nucléaire, on l'a en France, la double clé, les Américains le font avec la plupart, enfin avec certains pays européens. Pendant des années, les politiques français ont dit, ah non, non, jamais de double clé, parce qu'on ne veut pas pouvoir partager et avoir besoin de l'avis des autres. Et en quoi on a besoin de l'avis des autres? Ce qu'on a dans nos sous-marins personnels, si on veut l'envoyer, on l'envoie. Et on a besoin que du président. Par contre, c'est sûr que si on veut faire plaisir aux Allemands et donner un peu de puissance aux Allemands, aux Polonais, si on met une arme nucléaire à double clé où il faut, pour qu'on puisse l'envoyer, que les Polonais soient d'accord et que les Français soient d'accord si cette arme elle est à Varsovie, on leur donne quand même quelque chose. Et forcément, la politique, c'est du donnant-donnant. D'accord? Les États, ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont pas d'ennemis, ils ont que des intérêts. Le problème, c'est que dans ce pays, le politique n'a, sur les 20 dernières années, que très mal défendu et l'intérêt du pays et l'intérêt européen. Et je pense qu'il serait crucial d'avoir des politiques qui défendent et l'intérêt français tout en défendant l'intérêt européen. Et je pense qu'on alors, peut faire les deux à la fois. Et ça demande de restructurer l'État français et l'Europe. alors Voilà. Mais on peut le faire. pour résumer cet échange, on a plus un problème de politique en France et en Europe, et surtout en France, qu'un problème économique. Le terreau est fertile. Le potentiel de relance est extrêmement rapide. Je pense que si l'Union européenne et si les pays européens se structurent, font une zone économique un peu plus cohérente, ont une vraie vision de ce que va être la France à 20 ans, mais aussi de ce que va être l'Europe à 20 ans. Et pour ça, ça te demande peut-être à ce qu'on mette tous les Européens autour de la table et peut-être qu'on refasse un référendum pour qu'est-ce qu'on veut que l'Europe devienne à 20 ans et que Le problème tous qui se les... pose, le problème qui se pose, c'est qu'en face, on n'a aucune, dans l'offre politique, on a pratiquement personne qui en Mais non, parle. parce que dans l'offre politique, prenons une chose. Quand vous êtes député européen, vous ne servez à rien. La Mm. plupart des partis politiques, si on fait un échelle comme dans une entreprise, c'est-à-dire en haut, on a le PDG, c'est le président, d'accord? Ben, l'échelle de la hiérarchie la plus faible, c'est quoi? C'est député européen. Parce Mm. que vous préférez même être maire de Nice, de Lyon, président d'une grande région en France, etc., que député européen. Donc Mm. ça veut dire que les partis politiques, ils envoient au Parlement européen entre guillemets, les plus basses couches en termes de niveau de ce que eux, ils ont. C'est un non-sens. Ouais. C'est un énorme non-sens. On devrait avoir des députés européens d'un niveau bien plus élevé. On devrait prendre au sérieux de manière bien plus élevée les élections européennes. Et malheureusement, on ne les prend pas au sérieux. Alors, je pense aussi qu'on a un problème sur les élections européennes, c'est qu'on a fait des élections qui sont des élections à la proportionnelle pour la plupart, d'accord? Mais Et je oui, pense et puis qu'il il faut, il il y a des faudrait gros. passer à des élections par des méga-régions, voilà. Peut-être pas reprendre les régions françaises, etc., mais qu'il faudrait redécouper la carte avec des méga-régions, ce qui permettrait d'avoir des députés qui viennent un peu près de partout et pas d'avoir le problème de la représentativité, c'est que après ça vous oblige à négocier. Et le problème, c'est quand on négocie à l'allemande, c'est très bien quand on le fait au sein d'un pays. Mais vous vous rendez bien compte qu'à 27, si le moindre parti, le parti animaliste du Schmoll, il arrive à avoir un député parce qu'il a réussi à avoir 5% en France globalement, parce qu'il y a deux trois tondus qui ont voté et qu'on a le seul problème à l'heure actuelle de se demander si les chiens et les chats vont bien vivre leur retraite, une fois qu'il arrive au Parlement européen, qu'est-ce qui se passe?
Il milite pour son truc, et puis comme on veut obtenir sa voix, parce qu'il faut qu'on ait 10 voix de plus, Ouais, parce c'est ça. qu'il faut C'est passer la le tour de truc, Babel. Ouais. voilà. Euh, ok, bon, on arrive à la fin, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc aujourd'hui, aux publications Agora, on a décidé de lancer aujourd'hui, hein, ce jour, une nouvelle newsletter qu'on a appelée la chronique d'une France en faillite. Son objectif sera une chronique hebdo. Donc nous y analyserons chaque semaine comment la politique française impacte directement vos finances et surtout comment protéger vos actifs. Et on suivra l'actualité au jour le jour puisque nous pensons quand même que la situation est relativement grave et que le problème se situe malheureusement au niveau des politiques. Voilà, je te remercie Arthur pour cet échange et puis je te dis à bientôt. Et ben merci beaucoup, et j'espère que Merci, ça aura plu à nos lecteurs. certainement.